Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire spécialement dédié à la gestion des compétitions en simple, une reprise en main en début de saison. Donc pour expliquer les différentes étapes essentielles de la gestion d'une compétition. Donc on va passer toutes ces étapes en revue. Alors, la session d'aujourd'hui ne permettra pas d'approfondir spécifiquement chacune des étapes. Je pense par exemple à la gestion des départs, la gestion des remises des prix. Ces parties-là, je vais bien sûr en expliquer les fonctionnalités de base, mais je ne pourrai pas rentrer dans toutes les possibilités. Si vous avez des questions durant ce cours, notez-les et nous les traiterons dans la partie questions-réponses en fin de cours. Pour l'approfondissement de certaines des options que je vais vous présenter, n'oubliez pas que les enregistrements vidéo des cours précédents, au cours desquels les sujets en question ont été traités, sont à votre disposition sur la plateforme Webex pour une consultation à tête reposée. Bien, alors je vais lancer mon logiciel Hermès. Alors, le logiciel que j'utilise aujourd'hui est une pré-version de la version qui va être livrée au club en 2013, donc avec une évaluation de livraison aux alentours de la 3e semaine de mai. On va dire vision plutôt large, il y a de fortes chances que ce soit un petit peu plus tôt. Donc vous verrez cette version actuellement, celle que vous allez avoir sous les yeux, ne va pas changer radicalement. Je vous indiquerai lorsque je serai dans certaines parties quelles sont celles qui vont éventuellement bouger. Je pense par exemple à la gestion des saisies de score. Vous aurez par exemple une présentation des cartes de score en mode vertical plutôt qu'en mode, en mode horizontal plutôt qu'en mode vertical. Une autre petite chose qui va changer dans cette nouvelle version, ça vous allez le voir tout de suite, c'est qu'à l'ouverture du logiciel, vous allez avoir automatiquement un bloc d'informations dans lequel on va pouvoir vous passer des infos rapides. Alors ce sont tout simplement la reprise des articles présentés sur le blog Hermès Actualité. Donc ça nous permettra pour la première fois de réellement toucher les utilisateurs finaux du logiciel Hermès, qui ne sont pas forcément des personnes qui vont sur Extranet ou qui consultent le blog Actualité. Bien, me voilà donc dans le logiciel Hermès, dans la liste des compétitions. J'ai un certain nombre de compétitions qui ont été créées. Pour décrire cette partie-là, j'aurais une forte recommandation pour faciliter un petit peu la lecture de cette page, qui au bout de plusieurs dizaines de compétitions va plutôt être assez fournie. Je vous conseille moi ici de trier, en cliquant sur cette colonne-là, de trier vos compétitions par ordre décroissant de date. Ainsi, vous aurez toujours vos compétitions les plus récentes en premier dans la liste. Ça vous évitera d'avoir à descendre dans cette liste pour aller rechercher vos compétitions quand vous les créez au fur et à mesure. Vous aurez aussi la possibilité d'archiver vos compétitions. Alors, l'archivage n'est pas la suppression. L'archivage, c'est simplement masquer une ou plusieurs compétitions. Je vais prendre par exemple la compétition qui s'appelle 4 balles ici, celle-ci. Je vais demander à ce qu'elle soit archivée. Vous voyez, elle est masquée. Et sur la droite, j'ai la possibilité dans cet écran-là d'afficher toutes mes compétitions, qu'elles soient actives ou archivées, ou simplement les compétitions actives. Donc, cette façon de procéder vous permet de clarifier votre écran de gestion de compétition et de n'afficher à l'écran que les compétitions, on va dire, actives ou récentes. Une compétition qui est archivée, ça n'a absolument aucune conséquence sur les joueurs, sur la gestion des handicaps, c'est simplement un filtre pour masquer ou afficher. Donc vous pouvez l'utiliser sans crainte. Toute compétition archivée, comme celle-ci par exemple, donc ça c'est ma liste de compétitions archivées. Vous voyez ici dans le filtre, je n'affiche que les compétitions archivées. Toutes ces épreuves peuvent être de nouveau activées, donc en cliquant sur le bouton activer ici. Donc on peut très facilement revenir en arrière. Bien, alors sur cet écran-là, pour créer une nouvelle épreuve, il nous suffira de cliquer ici sur le bouton nouveau. Ce clic nous affiche une fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir rentrer. Alors, à vrai dire, il y a trois informations qui sont nécessaires pour la
la bonne création d'une compétition, c'est le nom de l'épreuve. Donc on va l'appeler la Coupe de Pâques. Vous allez avoir besoin d'enregistrer la date du premier tour, la date de la compétition. En résumé, on va mettre la date d'aujourd'hui. Et puis la forme de jeu. On restera peut-être sur du simple Stableford dans la plupart des compétitions. Je fais terminer, ma compétition est créée. Alors bien sûr, vous aurez compris que dans certaines configurations de compétition, vous pourrez aller au-delà et décider de paramétrer un nombre de tours différents en mettant des dates différentes sur chacun des tours. Je vous renverrai vers le webinaire qui a été spécialement dédié aux compétitions dites complexes, compétitions de plusieurs tours. Par exemple, vous avez une explication bien détaillée sur la façon de gérer des compétitions de plusieurs tours. Alors sur ma compétition ainsi créée, je tombe dans un premier temps sur la partie qui s'appelle paramètres détaillés. Alors comme vous le voyez, comme son nom l'indique, les paramètres sont très largement détaillés. À vrai dire, la seule information à réellement surveiller va être la partie droite de l'écran, la partie qui se trouve ici. C'est simplement, on va dire, le rappel de l'écran qui vous a servi à créer votre épreuve. Donc si vous voulez vérifier rapidement le nombre de tours, la date de ceci et la forme de jeu utilisée, ce sera dans la partie droite. Toute la partie qui est plutôt sur la gauche, on va dire du paramétrage plus précis, notamment des modalités d'inscription des joueurs lorsqu'il y a plusieurs sources possibles, que ce soit des bornes tactiles, des inscriptions sur Internet ou autres. Alors cet écran-là, à vrai dire, on y passe assez peu de temps. Quand on crée une compétition, la première chose réellement nécessaire à aller vérifier, c'est l'option qui se trouve ici, qui s'appelle le choix du terrain. Alors, c'est une option très importante. L'explication que je vais donner est importante pour éviter quelques sources d'erreurs. Alors, j'ai volontairement, sur ma version Hermès, plusieurs terrains disponibles. Alors, j'ai pris comme club de référence le golf du Raret, et j'ai deux terrains qui peuvent être utilisés, un terrain 18 trous et un terrain 9 trous. Par défaut, quand je crée une compétition, automatiquement, le logiciel sélectionne tous les terrains du club. Pour autant, je n'ai pas forcément besoin de tous ces terrains dans mon épreuve. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans la partie ici, choix du terrain, au début de chaque épreuve, vous retirez le terrain qui ne sera pas utile. En l'occurrence, on va retirer le terrain du daguet ici. Donc, je vais le sélectionner, je vais cliquer sur la petite corbeille. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je retire ce terrain-là? Tout simplement pour qu'après, notamment dans la gestion des séries, donc j'ai cliqué ici sur série par index, je n'ai plus qu'un seul terrain disponible, sous-entendu, toutes mes séries seront forcément associées au parcours La Licorne. Je n'aurai pas d'ambiguïté quant au choix, ici dans les listes déroulantes, d'un terrain plutôt qu'un autre. Donc en réalité, dans le choix du terrain, pensez à ne garder que le terrain utile, le ou les terrains qui sont réellement utilisés dans la compétition. Voilà. Si vous faites ça, vous éliminez une bonne partie des sources possibles d'erreurs qui peuvent provenir de la confusion d'un terrain par rapport à un autre. Donc, choix du terrain ici, j'ai supprimé le terrain daguet. Notez bien que le terrain ne disparaît que dans la compétition. Si je remonte un peu plus haut ici dans l'option terrain, mon terrain du daguet est toujours présent, ainsi que tous les terrains du club. D'accord ? Donc, je reviens maintenant à la partie choix du terrain et je passe à l'étape suivante, qui est une étape très importante, qui est la constitution des séries. Si vous constituez bien vos séries, si vous comprenez bien la notion de série, vous êtes à l'abri de pas mal d'erreurs dans la gestion de compétition. Alors que sont les séries? Les séries, c'est le regroupement des joueurs en groupes homogènes, en nombre et en niveau, si je devais résumer ça. Faire des séries, ça nous permet de regrouper les joueurs sur des repères de jeu qui leur correspondent bien. Par exemple, si on n'avait qu'un seul groupe de joueurs dans la compétition, nous serions obligés de les faire tous partir sur le même titre départ. Ce titre départ, si par exemple nous prenons les repères blancs, ne sont pas forcément adaptés au niveau de tous. Donc séparer les joueurs en groupes, on appelle ça faire des séries, ça permet dans un premier temps de leur affecter sur le terrain, ici, le repère de jeu qui va leur correspondre au mieux.
L'autre objet de la séparation des joueurs en série, c'est la préparation de la remise des prix. Si vous souhaitez que la compétition soit intéressante pour un maximum de joueurs, vous avez plutôt intérêt à faire plusieurs séries. Chaque joueur se battant pour essayer d'être le premier dans sa série. Encore une fois, si nous gardions les joueurs dans un seul et même groupe, les joueurs d'un niveau plus faible sauraient dès le début de la compétition qu'ils n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit à la remise des prix. Donc la constitution des séries sert également à préparer des groupes pour que, lors de la remise des prix, tous les joueurs soient en quelque sorte intéressés. Sachez qu'il n'y a pas de recommandation particulière sur l'organisation des séries de la part de la fédération. Tous les clubs n'ont pas le même profil de joueurs, le même profil de terrain, donc il serait vain pour nous d'essayer de donner des schémas de séries type. Dans certains clubs, la première série, on va le traiter par l'exemple, la première série pourrait s'arrêter à 8,4 ici, alors que pour d'autres, cette première série pourrait très bien aller jusqu'à 15,4, voire plus. Tout dépend du nombre de bons joueurs dont le club dispose. Si il n'y a que 3 joueurs qui sont en dessous de 8,4 qui risquent de participer à la compétition, ben, ce serait assez inadapté de créer une première série qui va jusqu'à 8,4, puisqu'à vrai dire, votre podium y sera déjà constitué. Donc, chaque club a des usages qui sont assez forts en place pour la gestion des séries. Donc ça, je vous renverrai à vos clubs respectifs pour savoir comment constituer réellement les groupes de joueurs. Le but du jeu, c'est d'avoir une certaine homogénéité dans le nombre de joueurs par série et par niveau. Alors, on va faire une définition de série assez classique. Alors, je vais garder ma première série ici qui se termine à 15,4. Ma deuxième série, je vais la faire se terminer, allez, on va dire à 26,4. Ma troisième série jusqu'à 36. Et puis, de 37 à 54, ce sera ma dernière série, la série qu'on appellera peut-être série non classée. Vous voyez que sur ma dernière série, je n'ai pas précisé 54. Votre dernière série doit impérativement se terminer par 3 petits points. 3 petits points signifiant l'infini. En gros, je prends tous les joueurs jusqu'au plus mauvais, jusqu'au moins bon, donc jusqu'au dernier des non classés. Si je mets 54 ici, vous allez voir que le logiciel comprend qu'éventuellement, il pourrait y avoir des joueurs 55 et plus. Alors non pas qu'on soit en train de préparer un index supérieur à 54, mais c'est le fonctionnement du logiciel. Quand on rentre une valeur, il sous-entend qu'il est possible qu'il y ait une série supérieure. Donc, je vais terminer ma dernière série, en l'occurrence la 4e, par 3 petits points. Donc votre dernière série, je vois beaucoup de clubs qui la terminent par la valeur 54. En fait, terminer là par 3 petits points, ça évite au logiciel de penser qu'il y a une série supplémentaire. Deuxième travail à faire, l'affectation des repères de jeu pour chacune de ces séries. Ça va se jouer sur cet écran-là, sur la partie sous mon curseur. La première série, je vais la laisser sur le repère blanc. Deuxième série, je vais les mettre sur les jaunes. Troisième série sur les jaunes. Et quatrième série, je peux les mettre sur les bleus. Alors, je vous montre ça pour bien expliquer que les repères bleus et rouges ne sont pas des repères spécialement réservés uniquement aux dames. De même que les repères jaunes et blancs ne sont pas forcément des repères qui sont strictement réservés aux messieurs. Donc vous pouvez très bien affecter une série messieurs ici à un repère bleu. Vous aurez un bon calcul de coût reçu et la compétition peut compter pour le handicap pour ces joueurs. Alors, puisqu'on parle des messieurs et des dames, vous voyez qu'ici, j'ai simplement constitué mes séries d'index messieurs. Je vais passer aux dames en cliquant ici sur dames et faire un même schéma. Alors, même schéma, pas exactement, puisque je vais choisir volontairement des bornes un peu différentes pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'avoir des limites de série différentes entre les messieurs et les dames. Donc là, les dames, leur première série va s'arrêter à 18,4. La deuxième, je vais la faire se terminer à 36. Et la troisième, elle va aller jusqu'au dernier des non classés. Donc, je vais la terminer par 3 petits points. Donc, ce sera souvent le cas pour les dames, souvent moins représentées en nombre que les messieurs en compétition. Vous aurez peut-être moins de séries dames dans vos épreuves. Toujours
en gardant à l'esprit qu'il serait assez inadapté d'avoir une série où vous n'auriez que 3 ou 4 personnes à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on se permet souvent d'avoir des bornes supérieures pour les dames. Je vais leur affecter leur repère de jeu. Donc je vais garder repère bleu pour la première série et repère rouge pour la série 2 et 3. Notez que pour les messieurs et pour les dames se trouve en permanence la présence d'une série pro. Les joueurs professionnels automatiquement seront versés dans cette série et joueront sur le terrain et le repère qui leur seront affectés. Je reviens sur les messieurs. Alors vous vous doutez bien que si nous présentons une liste déroulante avec la formule sur la droite, c'est pour vous permettre de changer la forme de jeu en fonction des séries. Donc par exemple, je peux très bien dans ma compétition faire jouer ma première série en stroke play et faire jouer les séries suivantes en Stableford. Auquel cas, lorsque je sortirai mes résultats, quand je sortirai le résultat de la première série, ce seront bien des scores stroke play qui vont apparaître à l'écran. Quand je sortirai les résultats de la deuxième ou de la troisième série, ce seront des scores Stableford. Voilà. Pour mon exemple, je vais rester en Stableford sur l'ensemble des séries. Si dans la partie questions-réponses, vous voulez une démonstration du mélange stroke play Stableford, nous aurons largement le temps de nous en occuper. Donc voilà pour la gestion des séries. Une petite précision utile pour beaucoup d'entre vous. Vous posez souvent des limites d'index ou des limites de handicap de jeu sur vos épreuves. Ces limites vont être précisées ici. Alors là, nous sommes en simple, donc les limites spécifiques pour les compétitions de type foursome ne nous intéressent pas. Quand on est en simple, les limites sont apposées dans cette case. Alors, je vais par exemple préciser ici 36. Comment comprendre ce 36? Simplement, dans ma compétition, tous les joueurs dont l'index sera supérieur à 36 seront ramenés à cette valeur-là. Alors, il y a plusieurs manières de traiter les joueurs de haut handicap pour éviter qu'ils nous sortent des scores stratosphériques en net Stableford, des 60, parfois plus 60 points Stableford. Vous avez la possibilité soit de poser une limite, comme je le fais ici, ou plutôt, comme je le fais dans mon exemple, créer une série qui leur est spécialement dédiée, et à ce moment-là, ces joueurs vont se battre entre eux à coup de 60 points Stableford, mais dans leur propre série, c'est-à-dire sans priver les joueurs d'index inférieur de leur chance de gagner quelque chose en net. Voilà. Donc là encore, chaque club a ses propres usages pour plafonner le nombre de points ou limiter les index des joueurs, donc je vous référerai à vos usages respectifs. Il n'y a pas de méthode plus recommandable qu'une autre sur cette partie-là. Alors pour mon exemple, je vais laisser 3 petits points, sous-entendant qu'il n'y a pas de limite dans ma compétition. Alors je vais sauver mes séries par index. Et on va passer maintenant à l'inscription des joueurs. Alors je reviendrai après volontairement dans la partie série par âge notamment, pour vous montrer comment elle fonctionne. Mais il me paraît important d'aborder maintenant l'inscription des joueurs, pour vous montrer comment se font ces inscriptions et leur répartition au sein des séries qui ont été créées. Bien, donc là j'étais ici dans série par index, je suis passé maintenant dans la partie inscription et carte de score. Pour inscrire mes joueurs, je vais cliquer sur le bouton qui est à droite ici, qui s'appelle inscription joueur. Et je tombe sur un écran en 2 parties, avec sur la gauche mes joueurs disponibles. Alors ce sont tous les joueurs inscrits dans ma base Hermès locale, ça veut dire les joueurs de mon club, et puis tous les joueurs que j'aurai accumulés au fur et à mesure des compétitions précédentes ou des passages en green fee dans mon club, donc toute votre base de clients si vous voulez. Et parmi ces joueurs, je vais piocher pour les basculer sur la droite pour les inscrire dans ma compétition. Alors la sélection du joueur se fait par la recherche par nom, donc je mets mon curseur dans cette partie-là, je vais taper tout ou partie du nom de mes joueurs. Alors je vais faire une recherche sur Martin par exemple. J'appuie sur la touche entrée et j'ai dans ma partie gauche tous les joueurs dont le nom correspond ou commence par Martin. Alors une petite précision, j'ai vu beaucoup d'utilisateurs s'astreindre à cliquer sur la petite loupe ici pour déclencher la recherche, ce qui est assez peu pratique. À vrai dire, on passe beaucoup moins de temps quand on manipule le clavier que quand on manipule la souris dans l'utilisation informatique. Ce clic sur la loupe n'est absolument pas nécessaire. Regardez, si je déclenche une recherche, je vais taper Lefebvre. Lefebvre,
je n'ai pas besoin d'appuyer sur la loupe, je vais appuyer sur la touche Entrée. Et j'ai les Lefebvre qui apparaissent bien dans ma liste. Je peux aller plus loin. Si je veux inscrire des joueurs sans jamais utiliser la souris, alors je vais revenir sur Martin. Martin, Entrée. Vous voyez, donc j'ai tous les Martins ou les noms qui commencent par Martin qui s'affichent. Et vous allez voir ici, sur la gauche, là, vous avez une petite flèche. Avec mes touches de direction sur le clavier, je peux me promener dans cette liste-là. Et le joueur que je souhaite inscrire, je vais appuyer sur la touche plus. Et vous voyez, le joueur ou la joueuse passe sur la partie droite. Donc, en me déplaçant avec ce curseur, je vais pouvoir, sans jamais toucher la souris, inscrire mes joueurs en compétition. Dans le cas où vous avez des couples à inscrire, ça va vous faire gagner du temps, cette manipulation-là. J'ai fait un filtre sur le nom Martin, et j'ai Christine et Denis à inscrire. Je vais commencer par me mettre sur Christine, j'appuie sur la touche plus pour l'inscrire. Et ensuite, je suis en face du nom Denis, j'appuie sur la touche plus pour l'inscrire. D'accord? Donc sans jamais, à ce moment-là, toucher la souris. Bien sûr, alors je vais faire une recherche sur un autre nom, on va reprendre le fameux Lefebvre. Je peux toujours utiliser la souris et faire du glisser-déplacer. Donc je clique sur la ligne du joueur que je souhaite inscrire et je la fais glisser sur la droite. Cette façon d'inscrire les joueurs est bien sûr toujours possible. Après, libre à vous d'utiliser celle qui vous correspond le mieux. Simplement, pour indication, le clic sur la petite loupe ici n'est absolument pas nécessaire. Donc on va continuer. Alors, si vous voulez avoir la totalité de vos joueurs, un simple appui sur la touche Entrée lorsque aucune information n'est rentrée dans le nom, vous réaffiche la liste totale. Vous pouvez trier vos joueurs par prénom, comme je l'ai fait ici, par index. Vous voyez, donc là, mes joueurs sont triés par index. Si vous avez une base de joueurs, on va dire, raisonnable en nombre, vous pouvez, par exemple, faire vos inscriptions de cette manière-là, c'est-à-dire trier les joueurs par index, et puis, au fur et à mesure, vous descendez dans la liste et vous inscrivez les joueurs à la souris ou avec la touche plus. Bon, la recherche par nom est quand même, à mon sens, la méthode la plus rapide pour inscrire les joueurs en compétition. Alors, ça c'est bien beau, mais ça sous-entend que le joueur fait partie de la base locale, donc que ce soit un joueur du club ou un joueur qui soit déjà passé chez vous et qui soit déjà enregistré sur Hermès. Maintenant, on va traiter le cas du joueur extérieur. Alors, je vais rechercher un joueur qui ne sera pas présent dans ma base, Teleria par exemple, Entrée, je ne tombe sur personne. Donc, je n'ai personne de ce nom-là dans ma base locale. Donc c'est typiquement le joueur extérieur, j'ai besoin de l'inscrire. Je ne le trouve pas dans ma base locale, donc je vais passer ici par le bouton qui s'appelle Ajout des joueurs extérieurs. Je clique dessus, j'ai cet assistant qui apparaît à l'écran, et j'ai donc le nom que j'ai rentré qui est déjà pré-rempli. Je vais pouvoir rentrer tout ou partie du prénom, et surtout, cliquer ici sur le petit bouton bleu, qui va permettre de déclencher une recherche auprès de Fléol, donc auprès de la base fédérale, pour remonter tous les joueurs dont le nom correspond à celui que j'ai tapé, donc le nom et le début du prénom. Donc, je vais identifier mon joueur, faire sélectionner. J'ai ma fiche qui s'est automatiquement remplie. J'ai juste eu besoin de préciser le nom, le début du prénom, et le reste m'est fourni par Fléol. Je sauve mon joueur, je l'enregistre dans la catégorie qui lui correspond le mieux. Alors, c'est un joueur extérieur. Les catégories, les types ou sous-types qui sont affichés correspondent à soit ce qui a été paramétré par défaut dans votre logiciel Hermès pour la première fois, soit vos propres catégories si vous vous êtes amusé à les organiser. En général, vous choisirez pour ce type de joueur extérieur, compétiteur. Voilà. Et mon joueur est inscrit, ma joueuse en l'occurrence, est inscrite dans la compétition. Donc je suis allé chercher une joueuse extérieure pour l'inscrire dans la compétition. Il y a même plus rapide, très souvent, la plupart du temps même, vous bénéficiez du numéro de licence du joueur. Dans ce cas, vous pourrez cliquer sur « Ajout de joueurs extérieurs » et vous cliquerez, vous copierez, alors je vais aller chercher un numéro de licence. Voilà, je vais copier un numéro de licence dans cette case-là, numéro de licence, et je vais cliquer directement sur la petite case, sur le petit bouton bleu de synchronisation, et j'obtiens automatiquement toutes les informations sur le joueur. C'est-à-dire que même sans rentrer
ni le nom, ni le prénom. À partir du numéro de licence, je peux retrouver toutes les informations utiles pour la gestion de la compétition pour mon joueur. Et mon joueur est ajouté à l'épreuve. Bien, donc on a vu comment inscrire un joueur à partir de la base locale, un nouveau joueur. On a vu comment inscrire un joueur en utilisant le bouton « Ajout de joueurs extérieurs » et en déclenchant une recherche auprès de Fléol pour pouvoir identifier le joueur. Il nous reste le dernier cas, c'est le joueur qui n'est ni référencé chez vous, ni référencé dans la base Fléol, ce qui est tout à fait possible, un joueur étranger qui vient jouer pour la première fois dans votre club, ou un joueur non licencié sur une épreuve en Scramble, un Scramble découverte par exemple. Là, vous pourrez être amené à rentrer ces informations. Alors, je vais rentrer vers le cas d'un joueur étranger, McIlroy par exemple. Donc, Rory, il s'agit quand même de la Coupe de Pâques, compétition internationale s'il en est. Rory McIlroy, je n'indique pas de numéro de club de licence ou de numéro de licence, puisqu'il n'est pas licencié chez nous. Dans le pays, je vais taper le début du nom. Voilà, Irlande du Nord, j'en profite pour vous informer que dans la prochaine version du logiciel, enfin même dès maintenant d'ailleurs, nous avons ajouté l'Irlande du Nord, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse pour compléter la mention Royaume-Uni qui était insuffisante pour caractériser certains joueurs. Je pense que certains auraient été fâchés de se retrouver sous la bannière du Royaume-Uni qui souhaite représenter l'Irlande du Nord, entre autres. Dernier élément, alors les informations que vous ne connaissez pas, ne les remplissez pas. Ce qui va être obligatoire, c'est au minimum un nom, un prénom, un sexe, monsieur ou dame, une nationalité, il faudra que vous choisissiez forcément une nationalité, et ensuite un index de jeu. En l'occurrence, mon joueur est un joueur pro, donc au lieu d'un index, je vais taper la mention pro. Automatiquement, le logiciel reconnaîtra qu'il s'agit d'un joueur professionnel, donc le joueur sera mis dans la série pro et n'aura jamais de coup reçu. Voilà, mon joueur est enregistré et il est ajouté dans la compétition. Lorsque j'ai inscrit tout ou partie de mes joueurs, je clique sur OK. Voilà, j'ai ma base de joueurs qui est ajoutée. Donc là, je suis sur une inscription plutôt partielle. Je vais compléter un peu, je vais tricher, je vais aller dans l'inscription des joueurs et puis à la volée. Donc là, je vais trier mes joueurs par prénom. En appuyant sur la touche plus, je vais inscrire quelques joueurs en plus pour que ça ait un peu d'allure. Une petite précision, vous voyez dans la partie droite ici, vous n'avez pas les joueurs précédents inscrits. Tout simplement, vous avez un filtre ici qui vous permet de préciser si vous souhaitez simplement avoir les inscriptions en cours ou les inscriptions précédentes, là on retrouve la liste d'avant, ou tout le monde. Et auquel cas, pour vous permettre de vous y retrouver, les joueurs qui sont en rouge sont les inscriptions en cours, les joueurs qui sont en bleu sont les inscriptions précédentes. Ça peut être important quand vous inscrivez vos joueurs à partir d'une liste et que vous êtes interrompu en cours de route pour savoir en gros où vous en êtes dans votre liste. Alors, je vais en ajouter encore quelques-uns, voilà, et je vais valider par OK. Donc j'ai fait tout ça en appuyant sur la touche plus pour inscrire des joueurs un peu plus rapidement. Donc vous voyez un certain nombre de joueurs qui sont sur un fond blanc, ce sont des joueurs qui sont à jour de licence et de certificat médical. Alors pour mon exemple, là, on ne travaille pas sur la vraie base de test, on est sur une base sur la vraie base Fléol, pardon, on est sur une base de test, donc toutes les licences ne sont pas renouvelées, il y en a quand même une bonne partie. Je vais faire ce que vous devriez faire au terme de chaque série d'inscriptions, c'est le contrôle d'inscrits. En cliquant ici sur contrôle des inscrits, en précisant la date de prise en compte de l'index. Alors la date de prise en compte, c'est simplement lorsque votre règlement prévoit que l'index valable pour la compétition sera celui déterminé par exemple au 1er du mois ou 15 jours avant la date de l'épreuve. En général, on laisse la date du jour pour toutes les épreuves avec un règlement classique. Et le système sait qu'il doit ramener l'index le plus frais, le plus récent de la base Fléol. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Bien, voilà. Donc là, j'ai mes joueurs mis à jour. Donc vous allez avoir un certain nombre d'erreurs. Alors, ce ne sont pas vraiment des erreurs, ce sont des joueurs dont les certificats ou les licences ne sont pas à jour.
ceux-là vont rester sur un fond rouge. Ces joueurs sont dits interdits. Alors, interdits de compétition. Une petite précision, si vous souhaitez imprimer cette liste de joueurs interdits, donc à régulariser, pour leur signaler qu'ils doivent renouveler leur licence ou leur certificat, en cliquant sur la petite imprimante ici, vous avez la possibilité, parmi les éditions possibles, de sortir la liste des joueurs bloqués. Et vous allez voir, donc vous allez avoir simplement les joueurs qui sont sur un fond rouge avec, en commentaire, le motif du blocage. Alors, pour les joueurs étrangers, ces joueurs-là, bien qu'ils apparaissent dans la liste, ils ne seront pas bloqués pour la saisie des scores, ça vous le verrez tout à l'heure. Simplement, on vous avertit que ce sont des joueurs sans licence, on va dire à titre d'information. Bien, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante. Avant de passer à l'étape suivante qui est la gestion des départs, je voudrais juste mentionner une option qui est bien pratique. Je n'en ferai pas la démonstration dans le cours parce qu'on l'a déjà traité dans un webinaire qui traite de l'inscription des joueurs que je vous invite à visionner. Vous avez ici la possibilité en cliquant sur cette petite flèche d'importer des participants. Ça c'est très important, c'est très utile. Si vous avez par exemple une liste de participants sous Excel, avec une colonne qui contient les numéros de licence, vous pourrez faire digérer cette colonne à Hermès et automatiquement, il vous ajoute et il contrôle à la volée tous les joueurs de la liste. Donc en gros, vous lui fournissez un fichier avec des numéros de licence et il s'occupe de faire le contrôle et de faire l'inscription directement de manière automatique. Vous n'avez plus de manipulation manuelle à faire. Donc ça c'est important si pour certains d'entre vous, vous avez un process qui vous permet de récupérer les inscriptions sur une feuille Excel ou sur un document électronique. Donc cette partie est expliquée dans un webinaire filmé qui est spécialement dédié à la gestion des inscriptions dans Hermès. Je vous encourage à le visualiser. Donc on va passer maintenant dans la partie départ, qui se trouve ici, pour organiser notre feuille de départ. La création de la feuille de départ va se faire ici en cliquant sur le bouton modifier. Modifier sous-entend donc ajouter ou intervenir sur la feuille de départ en cours. J'ai mes joueurs disponibles sur le côté droit et mes emplacements sur le côté gauche. Alors, dans la préparation de la compétition, j'avais mentionné que mon premier départ serait à midi, donc c'est pour ça qu'il reprend cette heure-là. Mais c'est bien sûr possible de le modifier. Comme la plupart du temps, on laisse midi quand on crée la compétition, vous aurez souvent à faire cette manip-là. Vous allez indiquer ici l'heure de premier départ. Donc, je vais mettre par exemple 8 heures. Quand je quitte cette zone, le logiciel me demande si toutes les heures doivent être ajustées. Vous répondez oui, et vous avez bien un schéma 8h, 8h10, 8h20, 8h30. Alors, le placement des joueurs sur les départs, vous l'aurez compris, reprend les fonctionnalités qu'on a vues sur l'inscription des joueurs, donc notamment le glisser-déposer. Vous allez pouvoir prendre votre joueur et le déposer à l'emplacement souhaité. Donc, vous allez pouvoir constituer vos parties de cette manière. Donc ça, c'est le tirage manuel. Le tirage automatique, lui, va être possible grâce à cette double flèche. Alors comment ça fonctionne? Le logiciel va simplement compléter la liste de gauche, donc compléter les emplacements vides, en plaçant les joueurs, en respectant le tri que vous aurez choisi. Donc si vous voulez faire un tirage par ordre croissant d'index, vous triez votre colonne ici, index de jeu par ordre croissant, et vous cliquez sur la double flèche. Mes joueurs sont présentés dans la feuille de départ par ordre croissant. Vous voyez, donc si je descends, on va au fur et à mesure jusqu'aux joueurs avec les index les plus hauts. Vous aurez noté que les joueurs que j'aurais placés manuellement n'ont pas été bougés. Donc ça c'est important, c'est même un principe hyper intéressant. Vous êtes tous confrontés au problème de la gestion des départs, au cas particulier qu'il faut arriver à ménager sans compromettre l'organisation générale de l'épreuve. Donc il y a monsieur Untel qui souhaite partir le plus tôt possible parce qu'il doit rentrer, il doit vite rentrer sur Paris. Vous avez deux personnes qui ne souhaitent absolument pas jouer ensemble, un couple qui vous demande de ne pas partir ensemble mais pas trop loin quand même parce qu'ils souhaitent repartir à peu près à la même heure. Enfin bref, nous connaissons tous ces problématiques. Donc vous allez avoir certains joueurs peut-être à placer à la main. Et ces joueurs-là, vous pourrez après compléter les feuilles de départ par un tirage automatique sans les bouger. Donc on pourra aménager le cas particulier et on va dire
l'ordre sportif qui est traditionnellement l'ordre croissant par index. Donc par le jeu des tris sur ces colonnes et par les filtres qui sont présentés en haut, donc qui vous permettent de sélectionner uniquement par exemple les messieurs, les dames, telle ou telle série, les regroupements que vous aurez pu faire, etc. Vous allez pouvoir donc manipuler vos départs et les enregistrer. Voilà. Donc là, ma feuille de départ est préparée. Je vais aller un petit peu plus loin quand même sur la gestion des départs en vous expliquant 2-3 manipulations bien utiles. Alors là, par exemple, en cliquant sur la double flèche, celle qui va de la gauche vers la droite, je vais replacer tous mes joueurs sur la droite. Vous avez vu ici dans mes départs, j'ai des départs de 3 joueurs. Possible que vous souhaitiez des départs de 4. Auquel cas, ça va se jouer ici. Donc la case qui s'appelle joueur, vous allez la passer à 4. Et sur les boutons du bas, vous allez pouvoir dire si vous souhaitez appliquer ce paramètre sur la partie sélectionnée uniquement. Donc là, je vais cliquer dessus, vous allez voir, seul mon départ de 8 heures possède maintenant 4 emplacements. Vous allez pouvoir aussi préciser si vous voulez appliquer 4 joueurs par partie sur l'ensemble des départs. Donc, vous allez pouvoir dire ici 4 et dire je l'applique sur toutes les parties. Voilà. Et donc là, toutes mes parties ont été affectées. Et vous avez donc 4 emplacements par partie. Bien sûr, quand vous allez placer vos joueurs en utilisant la double flèche, tous les emplacements seront occupés et vous allez avoir 4 joueurs par partie. Alors, je ne sais pas si le nombre de joueurs que j'ai choisi permet de le voir, si, regardez. Un cas assez classique, vous avez un nombre de joueurs qui ne correspond pas au nombre idéal pour ce format-là. C'est-à-dire à 4 par départ, il y en a un qui va se retrouver tout seul. Vous placez vos joueurs sur la droite. Vous savez que vous avez, donc, alors on va calculer ça assez rapidement. Vous allez avoir besoin de faire une première partie, voire les 2 premières parties avec un nombre réduit de joueurs, de manière à ce que le placement dans les départs tombe juste. Vous allez pouvoir utiliser l'astuce que je vous ai expliquée. Donc on va commencer par exemple sur la première partie. Je vais réduire à 3 joueurs, je vais dire sur la partie sélectionnée. Et puis peut-être sur la deuxième partie aussi, on va dire 3 joueurs, partie sélectionnée. Et ensuite, je vais plaquer mes joueurs sur la gauche. Et là, normalement, après, je ne sais pas si mon calcul va tomber juste. Pas tout à fait. Mais vous aurez compris, donc en jouant sur le nombre d'emplacements que vous mettez disponibles sur la première ou sur les 2 premières parties, vous allez pouvoir faire en sorte que les départs s'organisent correctement et tombent juste, en tout cas jusqu'à la dernière partie. Et surtout, éviter que vous ayez un joueur qui parte tout seul, ce qui ne sera pas possible. Bien. Alors, donc pour les départs, une dernière petite chose, la gestion des départs en shotgun. Donc là, on est sur un départ classique, départ du 1 avec un espacement toutes les 10 minutes, modifiable dans les paramètres qui sont affichés ici. Le shotgun, vous allez pouvoir cliquer sur cette case-là, confirmer. Ça va vous ouvrir un assistant qui va vous demander de définir un schéma. Donc, je vais cliquer sur suivant. Alors par exemple, je vais dire ici, je vais rester sur des parties de 3. Le logiciel m'indique qu'en configuration 3 joueurs par départ, j'ai besoin de 17 départs. Bon, c'est très bien pour mon shotgun, donc je vais aller faire suivant. Et je vais créer un schéma. Donc en cliquant sur le petit crayon ici, je vais pouvoir indiquer quels sont les trous que je vais utiliser. J'en ai 17 à utiliser sur les 18 possibles. Par défaut, il a décoché le 18, donc j'ai un départ du 1 au 17, mais je peux varier. Donc je vais laisser le 18 et puis je vais dire c'est le départ numéro 3 que je n'utiliserai pas. Alors vous aurez compris qu'en fonction de votre nombre de joueurs et votre nombre de joueurs par départ, vous pourrez donc moduler. On va même aller plus loin, on va dire je n'utilise pas le 3 et le 4 pour me permettre de vous montrer comment ça se passe quand un départ est doublé. Donc je n'utilise pas le 3 et le 4 et je vais doubler le 5. Donc on est toujours sur 17 parties. Je vais faire terminer. Et sur la gauche, voilà, vous avez maintenant pour tout le monde, à 8 heures, un départ du T numéro 1, du 2, on passe au 5. Alors le deuxième 5 est doublé, il est tout en bas, donc après
c'est une question simplement de tri. Je trie partie. J'ai mon départ du 1, départ du 2. J'avais décoché le 3 et le 4, donc je n'ai personne de placé dessus. J'ai mon départ pardon, du 5, le premier et le second, et ensuite 6, 7, 8, 9, 10, normalement jusqu'à 17. Voilà. Alors, j'étais resté sur certains départs avec 4 emplacements, donc c'est pour ça que je n'ai pas tous mes départs de remplis. Si j'étais resté sans avoir modifié mon nombre d'emplacements par départ, j'aurais bien eu un shotgun homogène. Bien. Alors là aussi, vous avez un webinaire spécifique dédié à la gestion des départs. Vous pourrez le consulter à tête reposée. On a vraiment bien détaillé cette partie-là. Et pour terminer avec cette partie, sachez qu'elle va être assez sensiblement remaniée. Alors ça ne va pas être révolutionnaire, mais on a souhaité remettre un petit peu de logique dans la présentation de cet écran. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que les joueurs à inscrire vont être sur la gauche et les départs vont passer sur la droite. Il est plus logique d'inscrire les joueurs en les faisant glisser de la gauche vers la droite comme on le fait pour les inscriptions. Bon, ça c'est de la pure ergonomie. Par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est que cette partie qui est en haut, on va la rassembler avec la partie basse et on va rendre ce gros bloc coulissable. Il va pouvoir en fait descendre sur votre écran pour maximiser l'espace que vous aurez pour placer les joueurs. Le gros reproche qu'on peut faire sur cette partie-là, outre son aspect quand même assez foodie, c'est que finalement l'espace de travail n'a que pratiquement n'occupe qu'un tiers de l'écran. Donc on va, tout en gardant toutes ces fonctionnalités, les rassembler, permettre de les masquer de manière à avoir plus de départs visibles d'un seul coup d'œil sur l'écran. Donc là, le travail est en cours, mais on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus fonctionnel sur cette partie-là dans la prochaine version. Bien, une fois que les départs sont faits, je peux ici les imprimer en cliquant sur la petite imprimante, liste des départs par heure. Voilà. Je peux même les envoyer sur Internet en cliquant sur le petit bouton de synchronisation ici et dire donc liste des départs, transfert. Donc là, bon, on est en base de test, donc les départs n'apparaîtront pas réellement pour les joueurs. Mais c'est la manipulation à faire pour envoyer les départs vers le web. Ce sera une manipulation sensiblement identique. Ici, publication des classements, lorsque vous souhaiterez transmettre les résultats pour qu'ils soient publiés sur le site web de la fédération. Bien, une fois mes départs faits, je vais passer à l'étape qui suit, qui est l'édition des cartes de score. Donc là, je vais revenir dans Inscription et cartes de score, et cliquer sur le bouton ici qui est carte de score. Alors, l'édition des cartes de score, vous allez avoir plusieurs modèles possibles. Les modèles sont affichés dans cette liste déroulante. En général, ce qu'on vous conseillera, c'est d'utiliser la carte de score avec marqueur. La carte de score avec marqueur a l'avantage de désigner le joueur qui, dans la partie, marque un compétiteur, ce qui évite les petits arrangements entre amis. C'est le sort qui va décider de qui marque qui. Et vous aurez une carte, je vais vous le montrer, en faisant un aperçu. Vous aurez une carte qui affichera non seulement les données du joueur, bien sûr, mais aussi les données du marqueur. Donc il pourra, lui, avoir disposé de ses coups reçus, et puis avoir une case spécialement dédiée pour qu'il puisse lui-même marquer son score, comme on le fait traditionnellement quand on marque quelqu'un. Vous voyez ? Donc, par exemple, Alan a l'immense honneur de pouvoir marquer Rory McIlroy. Donc Rory a sa case ici pour noter ses scores, et son marqueur a sa propre ligne avec son nom et le nombre de coups reçus auxquels il a droit sur chacun des trous. Donc voilà pour le modèle de carte de score avec marqueur. Donc je reviens ici sur carte de score. Bon, à vrai dire, il y a assez peu d'erreurs ou de mauvaises manipulations sur cet écran-là. Après, oui, bien appréhendé, bien pris en main par tous. Deux éléments intéressants à préciser. Alors, ils sont en place depuis le mois de juillet, mais assez sous-utilisés, dirons-nous. Notamment la position des drapeaux. Vous avez la possibilité, évidemment, ici de les définir. Alors, non pas qu'il faille l'utiliser sur toutes les compétitions, mais sur des grosses compétitions, plusieurs fois, on a eu la question de savoir comment ça se passait. Ben, ça se gère ici dans la position des drapeaux. Ben, vous pouvez donc modifier les valeurs ici et les enregistrer. Et surtout après, regardez, dans les modèles qui sont proposés, vous avez la possibilité d'éditer les positions de drapeaux
à différents formats. Donc, un format A4, je dirais assez classique, qui va vous présenter 4 positions de drapeau par feuille. Et vous faites un découpage, donc ce qui vous permet de maximiser le nombre de feuilles utilisées. Ou plus intéressant, la possibilité, je reviens donc dans carte de score, et je vais choisir ici position de drapeau, d'autres cartes de score, la possibilité d'éditer les positions de drapeau à un format qui correspond à l'emplacement libre qui est sur le dos des cartes de score. Donc le principe sera de demander ce modèle, de mettre les cartes dans le bon sens, c'est-à-dire en fait pour que ce soit bien imprimé sur le dos. Voilà, donc là en fait on imagine, ça va être mon dos de carte de score, ce sera un format A5. Donc vous pourrez imprimer les positions de drapeau sur le dos de vos cartes, et ensuite vous retournerez les cartes et vous imprimerez le recto de la carte de score avec les informations sportives, comme on l'a vu jusqu'à présent. Bien, alors une petite précision, là je vais ressortir les cartes de score. Donc ça c'est un point qui a été aussi corrigé sur la version du mois de juillet dernier. Vous avez pour les joueurs qui n'ont pas de certificat ou qui n'ont pas de licence, une petite mention en filigrane qui vous permet en fait de passer l'information pour que la licence ou le certificat soit renouvelé. Alors, je vais essayer d'en trouver. Par exemple celui-ci, vous voyez ici, donc hors compétition, licence non active. Alors, ce qu'on préconise moi pour le joueur sans licence ou sans certificat, on va dire que le joueur est autorisé à faire sa partie de golf, donc il est autorisé à participer avec ses camarades, mais il est hors compétition, donc vous ne le ferez pas apparaître dans les résultats, d'ailleurs vous verrez, vous ne pourrez pas saisir son score. En même temps, le joueur fait quand même ses 18 trous, donc on va dire commercialement, il n'est pas déçu, et simplement hors compétition comme la loi sur le sport l'exige. Bien. Alors une fois que les cartes de score ont été éditées, le jour de la compétition arrive, les cartes sont remises aux joueurs, c'est à eux de faire leur boulot. Ils vont revenir après les 18 tours effectués, nous allons passer ici à la saisie des scores. Alors la saisie des scores, là aussi c'est un écran qui va sensiblement évoluer avec la nouvelle version. Vous allez avoir une présentation qui ne sera non plus verticale comme ici, mais on va revenir à une présentation horizontale comme nous l'avions avant sur LK, tout simplement parce que la majorité de nos écrans maintenant sont des 16/9, donc la place disponible est plutôt sur la largeur, et ça va nous permettre de faire des cases plus grosses, notamment pour le score, ce qui va faciliter le recording. C'est un reproche qu'on fait actuellement au logiciel. Les cases pour la saisie des scores ici sont assez petites, et pire, quand un score est validé, on a un gros pavé qui se met au-dessus des totaux, et donc pour on va dire valider le score total, c'est plutôt ennuyeux. Donc on va améliorer cet écran-là, et il va y avoir un bon travail de fait sur la présentation en mode horizontal des cartes de score. Bien. Alors, pour l'identification des joueurs et la saisie des scores, vous avez deux manières de faire. La première, c'est de passer par la liste déroulante ici. À vrai dire, ce n'est pas la plus pratique, hein. Regardez, là déjà avec 50 joueurs, on a besoin de balayer pas mal pour retrouver le joueur qui nous intéresse. L'intérêt va être plus évident lorsqu'on va approcher des dernières parties, puisque les joueurs qui sont présentés dans cette liste déroulante sont ceux dont le score n'aura pas encore été saisi. Donc, à réserver plutôt sur les dernières parties pour vérifier qu'il n'y a pas une carte qui aurait été oubliée et que, par exemple, les 6 joueurs qui restent correspondent bien aux 2 dernières parties de l'épreuve. Par contre, l'option à privilégier pour la saisie des scores, c'est l'appui de la touche F3. F3 va afficher directement la liste des joueurs. Donc, vous avez cet écran-là qui apparaît, vous avez la carte de M. Candeloro sous les yeux, vous tapez CAN, vous avez le nom qui apparaît, entrée. Évidemment, je tombe sur un joueur qui n'a pas de certificat. Je vais en trouver un autre. On va prendre, par exemple, Denis Martin. Voilà, Denis Martin, lui, il a son certificat et sa licence. J'ai tapé Martin ou MAR, entrée, et je tombe directement sur sa carte. Je saisis le score. Alors, petite précision, comme on est en Stableford, si vous souhaitez noter une balle relevée, vous pouvez noter un 0. Alors là, j'ai appuyé sur 0, mais ça laisse la case vide. Vous pouvez même directement passer à la case d'après avec la flèche vers le bas. Donc 0 ou la flèche vers le bas. Petite précision également, quand on tape un 1, le logiciel
C'est intelligent et il sait qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit un 12 qu'un trou en 1. Donc quand on tape un 1, il attend un deuxième chiffre automatiquement. Alors là, on est en Stableford, donc normalement on ne devrait pas avoir de score supérieur à 9, mais lorsque vous serez en stroke play, pour saisir un 12, un 13, voire plus, vous tapez le 1 et vous tapez le chiffre qui suit. Si vous voulez réellement saisir un trou en 1, vous tapez le 1 et avec la flèche vers le bas, vous changez de trou, vous passez au trou suivant. Et ça, ce cas-là sera beaucoup plus rare. Et dans le cas exceptionnel, mais qu'on peut rencontrer parfois d'un score supérieur à 19, si je tape un 2, vous voyez bien que le logiciel passe automatiquement à la case suivante, puisque le birdie sur un par 3 est quand même assez fréquent. Donc, si je veux taper un 20, 21 ou plus, là je vais avoir besoin de cocher la case score sur 2 chiffres, et je vais taper mon 21. Heureusement, peu nombreux sont les joueurs qui vont nous obliger à ce type de saisie, mais sachez que c'est possible. Vous avez même la possibilité d'avoir une relecture audio, si vous cochez cette case-là, à la fin de votre carte. Pour l'instant, la voix dans la version actuelle est une charmante voix qui nous égrène le score en allemand, mais pour la prochaine version, il y a une traduction qui est en cours, où donc on va enregistrer tous les scores en français. Vous aurez une relecture audio qui va faciliter le recording donc pour vos épreuves. Donc, je vais terminer la saisie de ce score. Et alors je vais tricher un petit peu pour me permettre de vous présenter un résultat qui a un petit peu d'allure. Je vais changer de nom d'utilisateur, je vais passer à l'utilisateur FFGolf. Donc un utilisateur qui a accès à certaines fonctionnalités supplémentaires, et notamment pour nous permettre d'être plus efficace dans les tests. Donc là je vais sur la coupe de Pâques. Dans inscription et carte de score, on a un bouton magique qui nous manquait beaucoup quand on travaillait sur LK, qui est résultat aléatoire pour test. Et automatiquement, quand on clique ça, tous les joueurs ont un score enregistré. On va dire tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas de licence ou de certificat médical. Je vais revenir avec mon administrateur. Voilà. Et je vais pouvoir passer maintenant à la partie résultat, donc la dernière étape. Alors je vous rappelle qu'on a remis les cartes aux joueurs, les joueurs ont joué, on a fait le recording, et donc on arrive maintenant à l'étape de la sortie des résultats. Donc on va aller dans résultats, classement et prix, et j'ai mon résultat en direct sous les yeux. Alors cet écran-là est assez facile à manier dans le sens où on a en direct l'affichage du type de résultat demandé. Alors par défaut, on est sur un résultat brut du tour en cours, alors sexe mixte, donc présentant messieurs et dames de manière mélangée, et toutes séries confondues. En gros, on est sur un brut général. Alors vous allez pouvoir mixer et demander par exemple simplement messieurs et première série, pourquoi pas. Donc là, sexe messieurs, première série, je suis en brut, donc là j'ai le résultat de ma première série messieurs en brut. Je clique sur la petite imprimante, j'affiche ici mon résultat, je peux le sortir sur imprimante, j'ai le résultat de ma première série messieurs. Alors, avec le jeu des cases à cocher ici et des listes déroulantes, je vais pouvoir sortir le résultat de toute série. Vous allez même pouvoir sortir ce qu'on appelle des résultats groupés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui manquait dans la version qui a précédé celle du mois de juillet dernier. Nous l'avons fait développer. Vous avez donc dans le type de liste la possibilité de sortir une liste qu'on appelle résultats groupés. Donc ça correspond à une demande assez forte de votre part. Résultats groupés. Si je clique ici sur l'imprimante, résultat groupé par série, aperçu, vous allez avoir un résultat de toutes les séries, mais séparé, série par série. Alors en l'occurrence, j'ai laissé simplement messieurs coché, donc j'ai première série messieurs, deuxième série messieurs, et ensuite sur la deuxième page, troisième série messieurs, quatrième série messieurs. D'accord ? Donc ça c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée, mais on a encore assez souvent la question en disant c'est dommage, on est obligé de sortir les séries série par série, ça gâche du papier, etc. Donc pensez dans le type de liste ici à choisir résultat groupé. Alors on va demander mixte.
On va demander du net. Résultats groupés. Alors, il n'y avait pas besoin que vous cochiez première, deuxième, troisième série, ça ne changera absolument rien. Vous passez directement ici à l'impression. Aperçu, et là, normalement, on devrait avoir toutes nos séries, messieurs et dames, séparées, mais présentées les unes à la suite des autres. Voilà. Donc là, première série messieurs, première série dames, et ainsi de suite. Deuxième série messieurs, troisième série dames. Et apparemment, il n'y avait personne en deuxième série dames dans ma compétition. Voilà, donc vous avez votre présentation groupée possible dans la partie résultats. Alors, que dire sur cette partie? Simplement, quand vous êtes en compétition de plusieurs tours, faites attention dans l'affichage du type de résultat ici du tour à bien choisir les tours cumulés. C'est-à-dire si vous êtes sur 2 tours, de bien choisir tour 1, tour 2, et non pas tour 1 tout seul ou tour 2 tout seul. Et la dernière question qui revient, c'est la façon d'envoyer, de publier les résultats sur le web. Alors vous avez deux manières pour le faire. Soit la compétition compte pour le handicap, ici dans Envoi des scores FF Golf, vous cliquez sur Transfert. À vrai dire, en base de test, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer. Et vous allez voir qu'au terme de cet envoi, le logiciel va vous demander si vous souhaitez aussi, apparemment ça s'est bien passé, il va vous demander si vous souhaitez aussi publier les résultats sur le site web de la Fédé. Ce sont deux opérations différentes. L'envoi des scores à la FF Golf, c'est pour le calcul des nouveaux index. La publication des résultats, c'est pour l'affichage sur le web pour que les joueurs puissent consulter le classement en ligne. On va demander la publication des résultats. Avec une petite faute à corriger ici. De même que bon, vous avez certainement vu encore des choses à améliorer au niveau de la traduction, mais c'est en cours. Donc la prochaine version sera, je l'espère, mieux traduite que les versions précédentes. Voilà. Donc là, au terme de la publication des résultats, le logiciel reçoit les nouveaux handicaps. Donc ça, c'est aussi une nouveauté amenée par Hermès. Les nouveaux index sont automatiquement reçus en direct juste après l'envoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les informations par une deuxième connexion. Et vous avez en vert les joueurs qui ont progressé, en blanc ceux qui n'ont pas progressé, voire qui ont pris 0,1 ou 0,2. Bien, je vais arrêter ici pour le sujet du jour. Donc je vais arrêter mon enregistrement. Et nous allons passer à la session questions-réponses. Au niveau timing, on est parfait puisqu'on avait annoncé 1 heure. On est sur 58 minutes. Timing à peu près respecté. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à vos questions en mode interactif.